Bonjour messieurs, je suis donc Laurence Prévost, je suis la directrice des ateliers Canopée d'Alsace, donc ici même le site de Strasbourg et également dans le Haut-Rhin sur le site de Mulhouse. Je suis ravie en tant que directrice d'atelier de vous accueillir ici pour ces rencontres francophones du livre audio. Réseau Canopée est un opérateur de l'éducation nationale. Cet opérateur de l'éducation nationale a pour mission de former les enseignants tout au long de leur vie et, si possible, dans un environnement numérique. Du coup, le lien est fait avec la thématique du livre audio. Nous avons donc cette petite casquette, cette expertise pédagogique, puisque nous formons les enseignants, mais pas que. Nous sommes également, notre cible, également la communauté éducative au sens large. Donc tout professionnel ayant affaire aux enfants ou à l'éducation. Donc voilà, nos services s'adressent à toute cette communauté. Les thématiques, évidemment, en lien avec le livre audio, sont l'accessibilité universelle, les élèves à besoins éducatifs particuliers, donc la différenciation pédagogique, et plus encore, l'école inclusive. Donc voilà, n'hésitez pas, nous sommes une équipe avec des formateurs, des médiateurs experts dans leur domaine. N'hésitez pas à aller à leur rencontre dans l'espace atelier que vous avez juste en sortant à votre droite. Je vous invite à aller les rencontrer. Et puis surtout, mercredi matin, des ateliers qui sont prévus également donc pour les enseignants, mais pour vous également, si vous souhaitez approfondir un petit peu vos connaissances ou vous sensibiliser à tout ce qui est objet tangible lié avec l'audio. Voilà, alors encore une fois, ravie de vous accueillir ici, et puis je vous souhaite une très belle rencontre francophone, et vive le livre audio. Bonjour à toutes et à tous, et ravie de vous accueillir pour cette 3e édition des rencontres francophones du livre audio. Un grand merci à Laurence qui vient de nous accueillir. On est ravis de poursuivre ce partenariat avec Canopée. Et puis quelques mots aussi sur ce programme des rencontres francophones du livre audio. On a créé, maintenant il y a 3 ans je crois, un comité francophone pour penser cette programmation. Donc je souhaitais aussi remercier avec l'Institut français, l'AILF, le PILEN, l'Observatoire de l'édition des éditeurs africains, l'Association nationale des éditeurs de livres du Québec, avec, on est ravis cette année, une délégation qui a pu se dépasser en présentiel, le syndicat national de l'édition, l'Association internationale des éditeurs indépendants, et les alliances françaises de Djerba et de Bizerte. Donc nous sommes ravis chaque année de pouvoir échanger sur des thématiques sans doute qui nous sont communes à travers l'espace francophone. Je souhaitais également remercier nos partenaires de longue date, à qui je vais passer bientôt la parole. La DRAC Grand Est, la région Grand Est, la ville de Strasbourg. Je salue aussi Anne-Marie, que vous aurez sans doute l'occasion aussi de croiser, parce que vous savez que Strasbourg l'année prochaine est capitale mondiale du livre UNESCO, donc c'est le moment où je vais d'échanger à ce sujet. Et puis le CFC, la Sophia, qui nous accompagne sur aussi tout ce volet professionnel de la plume de Pan. Je vais tout de suite donner la parole à Philippe Charrier, qui représente la DRAC Grand Est. Merci Cécile. Effectivement, je représente la direction régionale des affaires culturelles donc du ministère de la Culture en région, sur la région Grand Est. Alors je ne sais plus si c'est les 2e ou les 3e, c'est comme c'est pas marqué sur la fiche, 3e. C'est vrai que avec notamment collègues de la région, il y a 3 ans, on connaissait déjà bien Cécile depuis plusieurs années, mais on s'est rapproché d'elle pour
donné un coup d'accélérateur au soutien qu'on lui donnait, parce que c'était en fait assez modeste via le festival de livre audio et puis le prix des lycéens, c'était uniquement là-dessus. Et on s'est dit que, vu notamment le développement du livre audio au moment du confinement, alors, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est une tendance lourde? Je vous laisse y réfléchir. Mais on s'est dit à ce moment-là que le livre audio était vraiment, et le podcast bien sûr, était vraiment je dirais à la fois un support à soutenir, que l'action de la Plume de Pan et de Cécile en particulier, qui ramait, je dirais, toute seule, de manière quasi bénévole depuis des années, était également à soutenir et à lui donner un peu d'oxygène, en fait, sous forme de soutien financier. Et depuis effectivement 3 ans, la Plume de Pan est devenue un centre de ressources pour le livre audio et le podcast, avec des moyens qui ont été quand même de manière conséquente augmentés. Alors effectivement, il y a la région, il y a la ville de Strasbourg et l'Eurométropole qui se sont affrontés à nous, le Centre national du livre également, tout ça a coïncidé. Et disons, c'est un alignement de planètes tout à fait positif. Donc les rencontres francophones font partie de cette accélération, en tant que centre de ressources, parce que la Plume de Pan est certes un centre de ressources en région, il est situé à Strasbourg, et c'est une bonne chose, mais sa vocation n'est pas uniquement régionale, elle est nationale également, puisque Cécile notamment fait partie de plusieurs instances nationales auprès du SNE, et également internationale, vous en êtes les témoins, mais également à travers son partenariat avec l'Institut français. Donc tout ça, ça fait partie du développement que l'on souhaite donner à ce centre de ressources, à cette association, qui garde son indépendance, et c'est une bonne chose, de manière à ce que la région, puisqu'on travaille aussi pour la région, soit identifiée comme un pôle d'excellence pour le livre audio et le podcast, et comme un lieu de référence. Voilà. Donc je vous souhaite de bons échanges, et voilà, je ne sais pas à qui je passe la parole, de bonnes journées de rencontres, je vais devoir m'excuser. Merci Philippe. Pour cette première table ronde, nous allons parler commercialisation du livre audio en librairie, vaste sujet. Hein. Et pour cette table ronde, nous sommes ravis d'accueillir Charles-André Touré, je vais l'inviter à nous rejoindre, Wairana Ramalanjaona, voilà. Philippe Goff, Selma Kabadou Jabès, et cette rencontre va être modérée par Amel Slaoui. Voilà, bonjour tout le monde, ravi d'être là, bienvenue. Bonjour mes invités. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir tous. Je vais vous présenter les uns les autres. Alors, pour vous, c'est une table ronde. Pour moi, c'est un exercice de diction, parce que je vais essayer de faire 0 faute. Je commence donc par Charles-André Touré, que je vais présenter, cofondateur de Stay Tuned, une société technologique spécialisée dans la distribution de contenu audio. Stay Tuned est convaincu que les librairies ont un rôle à jouer dans la chaîne du livre audio numérique. C'est pourquoi vous avez développé une solution mobile permettant aux librairies de pouvoir proposer des offres de livres audio par abonnement à vos clients. C'est bien ça? Ensuite, Wairana Ramalanjaona. Yes. Associée gérante de la librairie Millefeuille à Madagascar, vous avez d'abord été éditrice jeunesse, puis libraire depuis 25 ans. Vous créez en 2015 Millefeuille Librairie Café. Et vous êtes également à l'initiative du Salon du Livre de la Rentrée, ainsi que des festivals du livre jeunesse en librairie à Madagascar. Bienvenue. Philippe Goff. Philippe Goff, une institution. Fondateur de la librairie Graffiti à Waterloo. Membre fondateur de l'Association internationale des librairies,
francophone à ILF. Il en a même été le premier président, fondateur et administrateur de Librel.be. Vous avez participé à la création du PILEN, plateforme associative regroupant auteurs, éditeurs, libraires et bibliothécaires en fédération Wallonie-Bruxelles, dont vous assurez la présidence. Bienvenue. Et enfin, Salma Kabadou Jabès, une histoire qui se raconte sur 3 générations. La maman de Salma a ouvert la première librairie El-Kiteb historique pour tous les Tunisiens qui aiment le livre, j'en suis témoin, en 1967. Vous avez repris le flambeau en 88, vous avez agrandi en ouvrant la Marsa en 2008 et aujourd'hui c'est votre fils qui a ouvert en 2022 El-Kiteb Mutuelleville qui a une programmation très très riche. Je vous dis comment on va faire. On a peu de temps, 45 minutes, comme l'a dit Cécile, le sujet est immense, on pourrait faire toute la journée dessus. Donc on va essayer d'échanger le plus possible pour s'enrichir les uns les autres. La commercialisation du livre audio en librairie, vous avez 4 expériences différentes. Je vais faire un tour de table, on a échangé par mail. Chacun de vous a 5-6 minutes pour développer sa problématique ou ses solutions. Ensuite, vous allez interagir entre vous, puis c'est à la salle que je m'adresserai si vous avez des questions précises. Monsieur Goff, j'ai envie de commencer par vous. Je vous laisse boire un petit verre d'eau. À la question de la commercialisation du livre audio, vous m'avez parlé du mal qu'a la librairie à trouver sa place dans la commercialisation. Comme plus généralement, elle a du mal à trouver une place dans le monde du numérique. Vous voyez 3 angles de réflexion. L'objet ou le produit, entre livre audio physique, livre audio numérique, podcast, les modes d'accès, CD, streaming ou téléchargement, et les nouveaux entrants dans la diffusion-distribution. Je lance mon chrono, c'est à vous. Quand je m'agite comme ça veut dire que vous avez presque fini. On est un peu en avance. Hein. Ah bon, on va tricher pour tout le Donc monde. on a quelques minutes. Ça marche. La Belgique négocie sévère. Est-ce que vous m'entendez? Non. Il faut rapprocher le micro, le tenir. Non, je ne vais pas le tenir. Je vais le rapprocher. Voilà, est-ce que ça va mieux comme ça? Oui. Vous m'entendez? Mais écoutez, oui. Il y a, je dirais, les libraires rencontrent beaucoup de difficultés pour entrer dans le monde du numérique. C'est quelque chose qui nous préoccupe depuis pas mal d'années. Pour parler de moi 30 secondes, c'est vrai que j'anime en Belgique un portail qui s'appelle Librel.be, qui est un portail de vente de livres, d'abord numérique, qu'on a créé en 2014, et qui maintenant s'est étendu également au livre papier, et ça fonctionne beaucoup mieux pour le livre papier que pour le livre numérique. Le livre numérique en librairie, je le vois à l'expérience, reste, je dirais, extrêmement minoritaire. Le chiffre d'affaires ne se développe pas. On le sait d'ailleurs que le numérique en tant que tel, à part l'universitaire, le juridique, etc., qui marche très bien, pour le reste, pour la littérature et pour le public généraliste, ça fonctionne de manière, je dirais, très pépère, si vous voulez. Ça ne fonctionne pas très bien, ça ne se développe pas de manière énorme. Ça a commencé très fort et puis ça s'est ralenti avec le temps. On sent bien que finalement le public francophone est très attaché au livre papier, que le livre numérique ne décolle pas, si je puis dire. Et la question de savoir pourquoi. Pourquoi exactement? Alors on peut dire évidemment qu'il y a des habitudes dans le monde francophone, comme je disais, de l'attachement au livre papier. Il y a aussi et surtout finalement des problèmes, je dirais, techniques très importants, et pas seulement techniques, mais des problèmes même qui ont lieu politiques. Il y a énormément de freins. C'est une des questions que Charles-André avait posées dont il va parler précisément. J'ai fait tout un travail pour le compte de l'AILF, donc l'Association internationale des libraires francophones, les 2 représentants ici, Roirana et Selma, qui sont d'éminentes représentantes de l'association. Et en fait, dans cette étude sur le numérique, notamment donc dans le monde francophone en général, et pas uniquement en France ou en Belgique, mais dans le monde francophone en Afrique, dans les pays arabes, en Amérique latine, etc., on se rend compte que les obstacles sont extrêmement nombreux, il y a énormément de freins, qui sont la question des droits, tout à fait, d'abord. Même sur un territoire comme la Belgique, vous avez des livres des éditions du Seuil, par exemple, qui ne sont pas directement accessibles à des lecteurs belges, parce que les verrous qui se trouvent en haut n'ont pas été ouverts, n'ont pas été dégagés. Alors, je ne parle pas du livre audio pour l'instant, je parle du numérique en général. Les freins, donc, c'est des questions de droit, c'est des questions de protection aussi. Vous connaissez les DRM, donc qui sont ces cryptages des fichiers qui sont sur les
fichiers numériques et qui, je dirais, sont un handicap pour le grand public. Je vois bien, nous, on a un service après-vente dans notre plateforme qui est énorme, On a tous les jours des gens qui ne parviennent pas à télécharger parce qu'ils sont débutants dans la matière, etc. Donc il y a beaucoup, c'est un des freins importants, il y en a d'autres. Hein. Il y a également la censure dans certains pays, le fait aussi des modalités d'achat, il faut avoir une adresse IP qui soit reconnue, une carte de crédit qui puisse être utilisée, ce n'est pas vrai dans tous les pays. Enfin bref, les freins sont très importants. Au niveau du livre audio, c'est encore pire, si je peux dire. Actuellement, ça ne se développe pas réellement sur la forme numérique, sur nos plateformes. Je dis bien, je pense que tout ce qui est numérique fonctionne très bien sur Amazon, par exemple, que ce sont des systèmes en silo propriétaires, dans le cas des librairies indépendantes ou de la librairie en généraliste, il faut dire que ça n'est pas du tout le même modèle qui est pratiqué. Le livre audio, dans ce que nous vendons, est très minoritaire. Très minoritaire. Alors en librairie, on peut le vendre sous format CD, hein, ça existe, c'est aussi, je dirais, assez marginal dans les ventes des libraires. Donc il y a tous ces obstacles-là qui font que le numérique ne se développe pas énormément. Alors j'attends avec impatience évidemment de pouvoir discuter avec Charles-André, nous avons déjà eu plusieurs contacts ensemble, encore. Je pense qu'une des seules solutions, si vous pouvez dire, un libraire indépendant, mais peut-être que Selma pourront en parler, pour un libraire indépendant c'est très difficile d'accéder à cela, peut-être qu'en mutualisant les forces, avec une plateforme comme StayTunes, éventuellement, ça on en discutera, peut-être que c'est une des possibilités pour permettre à un large éventail de libraires qui n'ont pas les moyens individuellement de le faire, d'accéder, je dirais, au livre audio, parce que, encore une fois, il y a un facteur supplémentaire, c'est que l'achat unique, si vous voulez, à la fois pour le livre numérique et à la fois pour le livre audio, l'achat unique est remplacé maintenant beaucoup par le streaming, donc par des abonnements. Et notamment dans les pays du Sud, où on sait très bien que le livre numérique ne fonctionne pas réellement, sauf sous forme de streaming. Je crois qu'il y a des représentants de plateformes comme Script qui sont là, qui pourront en parler. Voilà. Là, au-delà peut-être de cette plateforme mutualisée, ce que moi je pense, la place des libraires, si vous voulez, dans le numérique, c'est dans l'éditorialisation, c'est-à-dire dans le commentaire. Le numérique est un outil formidable. Alors, malgré tous les obstacles que j'ai essayé de décrire très brièvement, il y a, je pense, de la part du libraire, une possibilité de s'insérer dans le numérique en parlant, si vous voulez, en utilisant cet outil comme outil de communication. Ce qu'on appelle l'éditorialisation, si vous voulez, donc de parler des livres qui sont accessibles en librairie, et savoir, c'est finalement un travail sur les réseaux sociaux, un travail en interne également dans les équipes. Donc voilà, j'ai brossé très rapidement ce que je pense. J'attends avec impatience avoir les réactions de mes collègues, de mes confrères, et pour qu'on puisse en discuter. Merci beaucoup, cher Philippe Goff. Charles-André Touré, je disais cofondateur de StayTunes, avant de vraiment toucher d'une manière plus pragmatique avec Selma et Voirana leurs expériences directes. Je vous laisse réagir aux propos de Philippe Goff. On en reparlera, mais c'est vrai que votre liste est affolante. Problèmes techniques, politiques, de droits, de paiement. La route est longue. Bonjour à tous. Alors pour rebondir sur ce que disait Philippe, le constat qu'on a fait chez StayTunes il y a un peu plus d'un an maintenant, c'est de voir que face à la croissance assez significative du marché du livre audio et de la consommation de livre audio en France, que tout le monde observe, il y a quelque chose d'assez paradoxal mais également logique. Si on regarde la dernière étude, le dernier baromètre du SNE qui est sorti en 2022, on se rend compte que déjà le livre audio numérique constitue un peu, en quelque sorte, le moteur de la croissance du marché de l'édition, même si on est sur des chiffres encore modestes. Si on regarde certains chiffres de ce baromètre, on voit que sur 2022, le livre audio CD a perdu à peu près 400 000 utilisateurs, quand le livre audio numérique en a gagné 800 000. Donc clairement, on s'est tout de suite posé la question de la place des librairies dans ce marché du livre audio, quand on sait que le CD est principalement commercialisé en librairie. Et on en est venu au constat qu'une des raisons principales pour lesquelles les librairies ont du mal à s'intégrer dans le marché du livre audio, c'est tout simplement parce que la proposition des librairies sur le livre audio n'est pas en phase avec les usages actuels. Aujourd'hui, le CD, on est tous d'accord sur le fait que c'est en train de disparaître,
Sur la question du numérique, la proposition des librairies n'est pas encore optimale. On se retrouve à devoir télécharger des fichiers MP3 qui ne sont pas très pratiques à consommer pour les utilisateurs finaux. En plus de cela, à des tarifs assez élevés. Quand on a en face des plateformes qui proposent une expérience utilisateur parfaite, avec des tarifs très accessibles, notamment avec les systèmes d'abonnement, que ce soit via les systèmes de crédit ou les systèmes au créditant qu'on voit émerger depuis plus récemment. Donc on est convaincu que les librairies doivent réussir justement à proposer une offre qui soit compétitive et efficace en termes d'expérience utilisateur pour les utilisateurs finaux. C'est pour ça que justement on a développé notre solution qui a pour vocation de permettre aux librairies de justement pouvoir proposer une offre de livres audio par abonnement à leurs clients. C'est une offre qui va se présenter sous la forme d'une application mobile en marque blanche. Donc on va permettre en quelque sorte aux librairies de pouvoir avoir leur propre audible maison qui, au-delà de leur permettre d'intégrer le marché du livre audio, va aussi leur permettre d'intégrer l'univers du marketing mobile, qui est un marketing beaucoup plus moderne, beaucoup plus efficace, et qui va leur permettre d'avoir une meilleure proximité avec leurs audiences. Donc nous, on est totalement convaincus par le fait que l'intégration des librairies sur le marché du livre audio va passer avant tout par problématiques d'usage et l'expérience utilisateur, ainsi que des tarifs plus adaptés qu'elles seront en mesure de proposer à leurs clients. C'est un peu notre vision des choses. Quelque chose d'également très important que Philippe a évoqué, nous on croit beaucoup au rôle de prescripteur que les librairies peuvent également avoir sur le livre audio. C'est quelque chose qui est un peu le point faible entre le guillemet des grandes plateformes, et on pense que les librairies ont vraiment un rôle à jouer là-dessus, et on pense également que c'est quelque chose qui peut vraiment aider des éditeurs qui sont de taille un peu plus modeste, pas encore très présents sur le marché du livre audio parce que manque de visibilité sur les grosses plateformes. On pense que les librairies peuvent avoir ce rôle justement d'équilibrer un peu plus le marché et surtout d'évangéliser ce marché très prometteur, parce que quand on sait qu'en France, on a quand même un des réseaux de librairies indépendantes les plus denses au monde, on parle d'à peu près 3500 librairies indépendantes, qui représentent quasiment une vente de livres imprimés sur deux. On pense que ces librairies ont tout leur rôle à jouer sur le livre audio. Et dernière chose, l'évolution du lecteur, les pratiques de la lecture montrent aussi que les librairies vont avoir besoin d'adresser le lecteur à 360 degrés. Un même lecteur, aujourd'hui, de plus en plus, c'est surtout ce qu'on imagine dans le futur, il va lire son livre imprimé dans son canapé le soir, peut-être son livre numérique quand il partira en vacances pour alléger ses bagages, et le livre audio pour étendre ses moments de lecture sur des moments où il n'a pas forcément accès, où il n'a pas tout simplement les mains libres. C'est un peu notre vision des choses chez Statute. Merci beaucoup. 3500 librairies indépendantes, c'est des chiffres qui font rêver. Salma, tarif adapté, prescripteur, un rôle essentiel, mais justement, je crois que les tarifs, nous, pays du Sud, c'est un de nos plus gros problèmes, que ce soit en papier ou en numérique. C'est vrai, comme le disait Philippe, le numérique a du mal à s'installer, surtout à l'export. À l'export, on a des difficultés qui sont différentes de ce qui se passe probablement en France ou en Europe, dans le sens où certains distributeurs refusent d'ouvrir des comptes à l'export, tout simplement. Donc on a une offre de numérique qui est présente sur notre site, mais qui est tronquée, justement, à cause de cette difficulté d'ouverture de compte. Il y a un problème de confiance, on ne sait pas exactement, on essaie toujours d'expliquer que le fait de bloquer la vente à l'export, ça ne fait que favoriser le piratage, tout simplement. Et on garde espoir, ça fait plusieurs années qu'avec la ILR, on essaie de faire bouger les choses, et on garde espoir.
Bon, le livre audio, comme dirait Philippe, c'est un petit peu une offre de numérique, c'est une offre très très marginale. On a cette impression que ça échappe aux libraires, que c'est quelque chose que les éditeurs ont envie de traiter en direct, souvent, à partir de leur site de vente en ligne, et que les libraires sont exclus de ce marché. On essaye, c'est vrai, de comprendre comment ça fonctionne exactement. Si on est venu aujourd'hui participer à ce salon, c'est pour essayer de trouver de nouvelles idées, pour voir ce qui se passe ailleurs, s'il y a d'autres expériences qui réussissent. On met en avant dans nos librairies des rayons avec des livres audio, avec, au niveau physique. Les seuls qui se vendent un petit peu, c'est ceux qui accompagnent des livres physiques. Donc vous avez un livre plus le contenu audio, surtout pour les enfants. Les gens sont intéressés et achètent parce qu'ils ont le CD gratuit, parce qu'ils peuvent le télécharger, écouter le conte raconté par une Madeleine Joubert ou un autre acteur qui a une voix qui est très très belle. Mais comme le disait Amel tout à l'heure, on vient d'ouvrir une nouvelle librairie avec cette idée de réinventer la librairie. On a constaté en fait que ce n'est pas le numérique qui nous fait peur, mais c'est la vente en ligne en fait. C'est la vente en ligne aujourd'hui qui occupe de plus en plus de place. Le public a envie de livres toujours, de livres papier, d'acheter du livre papier, mais ne va plus aussi facilement en librairie. Donc dans cette nouvelle librairie qu'on a ouverte, on a pris pour slogan « Ici c'est la vie ». Et on essaye de mettre de la vie dans la librairie pour donner envie aux gens de venir passer du temps. Il y aura, c'est vrai, un petit café, mais bon, un petit peu ce qui se fait partout, mais c'est plus un café culturel qui fonctionne comme un club où on vient pour s'installer, pour échanger, pour participer à des ateliers, des débats, des présentations de livres. Et on a tous les jours 1, 2, 3 animations qui se passent en librairie qui ont du succès. On espère qu'on va tenir le coup parce que c'est énormément d'énergie dépensée et le bénéfice n'est pas évident derrière. Mais tout ça pour dire que pour le livre audio, il y aurait peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là, faire venir les gens pour écouter un livre, pourquoi pas. Installer un espace où on peut écouter tous les jours un chapitre, comme on a fait une expérience là pendant le Ramadan avec des conteurs qui venaient tous les jours raconter une histoire autour d'une exposition qui était autour des 1001 nuits, pour faire un petit peu la même chose. Ça a eu beaucoup de succès, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, donc pourquoi pas faire un test dans ce sens-là. Le livre audio, vendre en librairie, on ne sait pas vraiment comment ça va évoluer et on est preneur de toutes les bonnes idées. Merci beaucoup. Je traverse le continent africain, je vais vers Wairana finalement. Deux libraires, même problématique. On est vraiment là pour écouter, essayer de trouver des solutions. Tout à fait. C'est ce que je vous disais. En fait, je suis plus là, plutôt que d'apporter des solutions, je suis plutôt là pour empêcher. Donc, je suis déjà très contente d'entendre qu'il y a peut-être des solutions quelque part. En fait, j'avais déjà entendu depuis quelques années que le livre audio se développait en France. Enfin, c'était le cas il y a quelques années. Du coup, je me suis mise à importer des livres audio, enfin plutôt des livres avec des CD. Et puis je me suis retrouvée à une taxation du CD, parce qu'à l'import, le livre n'est pas taxé chez nous, mais le CD est taxé. Donc du coup, je le vendais plus cher et je ne le vendais pas. Voilà. Donc je l'ai toujours d'ailleurs, j'ai une offre de plusieurs dizaines de titres adultes. En jeunesse, ça marche un petit peu plus pour les mêmes raisons que vous. Et pour essayer de faire décoller les ventes, j'avais trouvé une petite astuce parce que j'avais expérimenté moi-même, ayant un fils qui ne lisait pas du tout. Et on partait en vacances sur la côte et chez nous, pour faire 500 km, on met à peu près 14 heures en voiture. Et je lui ai dit, tiens, je vais mettre un CD comme ça, il va... Voilà.
plutôt que d'écouter sa musique à lui. Et c'est comme ça que j'ai pu lui faire écouter carrément une histoire entière. Et il avait trouvé ça génial. Et c'est comme ça que j'en ai parlé à mes clients dans la boutique en disant, vous savez, dès que vous partez en vacances, vous mettez sur un trajet long. Et j'ai pu en vendre quelques-uns comme ça à des parents pour calmer les enfants dans la voiture. Mais en faisant une étude, parce que vraiment j'entendais d'une part des ventes qui augmentaient, et moi j'arrivais pas vraiment à vendre, et du coup j'ai fait une petite étude sur le marché de Madagascar, surtout sur Tananarive, sur le livre audio spécialement. Et j'ai été estomaquée quand j'ai découvert qu'il y avait plusieurs pages Facebook de personnes qui vendent des livres audio, je dis bien des livres audio. Ils vendent pour 5 € 150 titres. Un pack de 150 titres. Vous payez par mobile money, 5 €, et ils vous envoient 3 liens qui vous amènent sur un Google Drive. Et c'est comme ça qu'on a les 150 titres. Du coup, j'ai dit, ben voilà pourquoi j'arrive pas à vendre. Et c'est pareil pour les livres PDF, c'était déjà notre problème par rapport aux livres papier. Et puis là, bon ben voilà, c'est déjà le problème par rapport aux livres audio. C'est beaucoup comment on appelle ça, très peu en littérature, mais beaucoup en développement personnel. J'en ai vu très peu en jeunesse, donc il faudra que j'applique vite sur le marché avant que ça débarque en livre jeunesse. Mais en faisant mon étude de marché, j'ai donc découvert, il y a 3 pages exactement de sites qui proposent ça, mais de manière très régulière. J'ai moi-même commandé, enfin bon, je l'aurais présenté s'il y avait l'écran, mais la page, ben, c'est très simple. Coucou madame, vous m'envoyez 5 €, je vous envoie les 3 liens en Google Drive. Sinon, localement, ben, les gens vont à l'Institut français sur la plateforme Culture Tech, ils vont en streaming. Et donc, en tout cas, au niveau de la vente, c'est assez difficile. J'ai étudié un petit peu les besoins aussi pour ça. J'avais vraiment envie d'évaluer si le lecteur, en fait, j'ai fait des petits micro-trottoirs pour les lecteurs pour savoir s'ils en avaient vraiment besoin. J'ai pas, pour l'instant, j'ai pas énormément ils n'expriment pas forcément de grands besoins. En fait, c'est l'offre qui a devancé le besoin chez nous. Ils ont, donc ces pages Facebook qui ont inondé des groupes de lecture, qui ont créé ce besoin mais sinon, le lecteur lui-même est plus traditionnel dans le livre papier. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, après, localement, on n'a pas pléthore d'éditeurs locaux. Dans un pays où on est plus de tradition orale, je pense qu'au niveau de la jeunesse, j'ai vraiment envie de faire quelque chose. Merci beaucoup. Je reviens vers vous, cher Philippe Goff. Clairement, rencontre francophone du livre audio, il y a quand même 2 problématiques assez distinctes, puisque dans les pays du Sud, vous l'avez relevé vous-même, là on vient de découvrir par exemple un circuit de piratage qui est absolument imbattable. Chez nous en Tunisie, on a des problèmes de paiement, de terminal, de ne pas pouvoir faire certains achats en toute sécurité. Non, pas en Tunisie, je parle de vous par exemple, quand vous dites que vous n'arrivez pas à ouvrir de compte, de donner accès en fait à une gamme plus grande. En tant que membre fondateur et ancien président de l'AILF, qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer finalement le développement de l'accès des livres audio aux pays du Sud? Écoutez, je pense que précisément la comparaison, ou en tout cas entre le modèle économique du Nord ou le modèle éditorial du Nord et ce qui se passe dans les pays du Sud est très édifiant.
Je pense qu'il faut sortir de notre logique. Cette longue enquête que j'ai faite l'année dernière pour le compte de l'AILF, qui sera bientôt visible sur le portail de l'AILF, en libre accès, cette longue enquête que j'ai faite avec un libraire brésilien, dont j'ai brièvement parlé l'année dernière, ici a bien montré que le modèle tel qu'on le pratique chez nous, ici au Nord, moi je suis belge, mais enfin c'est la même chose qu'en France, finalement les marchés sont tout à fait semblables. Ce modèle ne fonctionne pas dans les pays du Sud pour les multiples obstacles que j'ai dit. Il y a autre chose que je pense et que Charles-André a bien évoqué, ce sont les nouveaux usages de la lecture. Les nouveaux usages du livre, je pense qu'on n'a plus besoin d'un livre pour lire aujourd'hui. Tout le monde lit, mais lit différemment. Et je pense que le streaming, la lecture par streaming, est évidemment extrêmement exemplaire. Je ne pense pas que par streaming on lise la recherche du temps perdu de Proust, je ne pense pas. Il y a certainement qui le font, mais ça doit être extrêmement minoritaire. Boyrana a parlé de développement personnel. Je pense que dans les pays du Sud, c'est un secteur qui se développe énormément, c'est le cas de le dire, développement personnel. Quand je parle de sciences humaines, je travaille également des formations sciences humaines pour l'AILF qui verront le jour dans quelques mois. Quand on parle de sciences humaines au Nord, en France, Belgique, ou quand on parle de sciences humaines en Afrique, on ne parle pas des mêmes termes exactement. Il y a toute une série de choses qui doivent justement être réévaluées. C'est extrêmement intéressant d'entendre ce qui se dit, ce qui se fait dans les autres univers que ceux auxquels nous sommes habitués ici au Nord. Donc il y a, je pense, un changement, enfin, je dirais, dans les mentalités. En tout cas, il faut comprendre ce qui se passe. Première chose, c'est le principe que le centre, il est partout. Il n'est pas du tout ici, il est partout. De l'endroit du monde où on se trouve, le centre a changé. Première chose. Deuxième chose, nouveaux usages de la lecture. Je pense que c'est très différent. Et ce que Elena évoquait cette page Facebook, en fait, ici même en France et en Belgique, on a la possibilité d'avoir accès à un tas d'offres de numérique. Alors je ne vois pas très bien, à part en essayant d'inventer, peut-être que Charles-André pourra nous aider pour cela, inventer un autre modèle, mais qui fasse abstraction de tous les obstacles et de tous les freins que j'ai soulignés tout à l'heure. Et que quand Selma parle d'ouverture de compte impossible, de paiement par carte de crédit impossible, de droit dans les pays, enfin toute une série de choses, de piratage. Comment ? Il y a certains titres qu'on n'a pas le droit de télécharger à l'export, voilà. Même si on avait compte. Donc il faut vaincre tous ces obstacles-là, parviendra-t-on à le faire? Je pense que c'est un travail collectif, c'est un travail, je dirais, l'AILF qui travaille bien sûr avec les moyens dont elle dispose, et je pense que l'objet de rencontres comme celle-ci, précisément, c'est de mettre en contact des gens qui peuvent éventuellement développer des projets collectifs. Alors c'est vrai que nous, aujourd'hui, on travaille plus sur des problématiques d'usage que sur des problématiques d'accès, notamment en termes de moyens de paiement. Mais c'est intéressant ce que vous avez évoqué sur la problématique du piratage, qui est effectivement un vrai problème aujourd'hui, mais qui, mine de rien, je pense, pourra être outrepassé par une bonne expérience utilisateur. Ça me fait penser un peu au modèle Netflix. Avant l'arrivée de Netflix en France, tout le monde se débrouillait pour télécharger ces séries de façon un peu illégale. Et moi, personnellement, quand j'ai vu Netflix arriver, j'étais le premier à me dire que ça allait jamais marcher parce qu'on avait accès à toutes ces séries gratuitement, que voilà, c'était OK comme ça. Et Netflix a apporté, au-delà d'un catalogue de qualité, une expérience utilisateur de très grande qualité qui permettait de gérer son catalogue de séries de façon très efficace, de savoir facilement suivre l'évolution de sa consommation, où est-ce qu'on en était au niveau de ses épisodes, de ses saisons, etc. Et je pense qu'au final, c'est un peu la même chose qui va se passer sur le livre audio, à partir du moment où, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, on va être capable de proposer, pour les librairies en tout cas, une expérience utilisateur en phase avec les usages. Ça facilitera énormément les choses. Et il y a un autre sujet aussi qui est à prendre en compte, c'est que on estime aujourd'hui que les librairies n'ont pas encore pris à bras le corps totalement cette problématique du livre audio. Il y a encore beaucoup de librairies qui estiment que
ça ne fait pas totalement partie de leur métier et surtout qui n'ont pas encore pris conscience justement de l'évolution du lecteur qui va y avoir besoin d'adresser à 360 degrés. Donc, il y a aussi un travail d'évangélisation, de formation auprès des librairies pour mieux appréhender le livre audio. Donc ça, c'est quelque chose de très important et quelque chose que vous avez également évoqué qui montre très clairement l'efficacité du rôle de prescripteur des librairies. Concrètement, vous avez eu la problématique, voilà, vous avez fait écouter un livre audio, un super livre audio en CD dans la voiture avec votre fils. Vous êtes retourné en boutique, vous avez facilement pu expliquer à un client l'apport, le bénéfice de ce levier. Alors, vous en avez vendu quelques-uns dans la foulée. Et si les libraires, justement, arrivaient à mieux s'emparer de ce levier et mieux prendre en compte leur rôle de prescripteur sur le livre audio, on est convaincu que c'est une super opportunité pour eux. On va développer le sujet lors de la deuxième table ronde, mais pour rebondir sur ce que vous dites, l'avantage aussi du livre audio, c'est la langue. Donc c'est un levier important pour attirer de nouveaux lecteurs que de raconter des histoires dans une langue, dans une sonorité bien précise. Avant de faire circuler le micro dans la salle, je reviens vers Salma et Wairana. Vous voulez ajouter quelque chose? Et dans la salle, préparez-vous si vous avez une question pour mes invités. On veut bien écouter la salle. Encore faut-il qu'elle soit bavarde. Oui, très bien. Donc, je vais vous demander de vous présenter, de dire à qui vous voulez poser votre question. Merci. Je suis Laure Saget, je m'occupe de Écouter le livre, qui est la collection de livres audio de la Maison Gallimard. Et donc j'avais une question pour Charles-André, s'il pouvait approfondir un peu et nous raconter vraiment les échanges qu'il a eu avec les libraires voilà, sur leur manière d'aborder le livre audio, parce que c'est vrai que nous, on a essayé beaucoup d'évangéliser, et quand on a vu effectivement la réduction des ventes de CD, tout simplement parce que les gens n'ont plus de lecteurs, hein, il faut être assez basique, c'est ça le problème. On a essayé de relancer les choses et d'avoir un dialogue avec les libraires. On n'a pas senti une motivation totale. Et donc ce que vous disiez, en tout cas l'expérience que vous avez eue, qui était de dire que peut-être en expliquant aux libraires que le fait d'écouter un livre audio peut être une manière de vendre du livre papier derrière, serait peut-être une manière de les remotiver, mais c'est vrai que le cercle vertueux n'est pas encore intégré. Donc, est-ce que vous avez d'autres choses que vous pouvez nous dire, Charles-André, sur les échanges que vous avez eus avec les libraires? Oui, alors la première chose, c'est qu'il y a plusieurs typologies de libraires, effectivement. On va avoir les librairies de tiers 1 de taille assez conséquente qui vont avoir des équipes marketing, des équipes numériques qui sont très au fait justement de la problématique du livre audio et qui sont conscients du rôle qu'elles ont à jouer. On va dire qu'avec ces librairies-là, c'est assez simple. Et de l'autre côté, on va avoir des librairies de taille beaucoup plus modeste, qui sont des librairies de 2-3 personnes qui bataillent un peu quotidiennement pour générer de la marge et qui n'ont pas encore l'espace mental pour se consacrer totalement au livre audio. Mais il n'empêche que même ces librairies-là commencent à prendre conscience du fait qu'il y a un marché qui est en train de se créer et qui leur échappe, et sur lequel il ne faut pas qu'elles fassent les premières erreurs qu'elles ont faites, entre guillemets, sur le numérique de façon générale, c'est-à-dire ne pas attendre qu'une trop grande fracture se crée entre le numérique et leur activité. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que on va avoir des réponses un peu différentes selon la typologie des librairies, la taille des librairies. Mais je suis également convaincu que les librairies de taille assez conséquente, avec lesquelles on est en train d'avancer et avec qui on va annoncer des choses très prochainement, vont être un moteur justement pour contribuer à ce que les librairies de taille un peu plus modeste s'intéressent de façon plus forte au sujet.
Bonjour, merci pour tout cet échange. Je suis Fabrice Fontaine, je suis éditeur de livres audio au sein d'une toute jeune structure qui s'appelle Lis-le-moi, avec un tout petit catalogue, et je me suis intéressé du coup assez récemment aux problématiques de diffusion qui n'avaient pas tellement de sens, donc j'avais pas assez de catalogue. Voilà. Et du coup, j'ai essayé, un truc qui est un test qui fonctionne, de mettre en place des QR codes qui sont des QR codes numérotés pour éviter la problématique de diffusion, donc qui évite que ce soit copié, puisque une fois que vous l'avez flashé, vous avez accès à l'intégralité du livre et sur un seul appareil ou sur un seul compte. Alors, ça permet, si vous voulez, de sortir de la librairie avec son marque-page et de le flasher tout de suite et de l'écouter tout de suite, ou alors de le garder et de l'offrir à quelqu'un sans création de compte, sans abonnement, sans problématique de paiement, puisque ça a été réglé avec le libraire, et en rémunérant le libraire, normalement, pour son conseil, parce que je suis complètement d'accord avec vous, c'est pas moi qui vends tous mes livres audio, si déjà j'arrive à les vendre à des libraires pour que eux fassent ce qu'ils aiment faire, et voilà. Donc ça c'est bien. Et effectivement, bon, le support, moi je l'avais pensé un peu, comme vous dites madame, en tant qu'association, pourquoi pas avec un livre, parce que ça peut être sympa aussi. Ça peut être sympa aussi de lire un livre le soir, et puis le lendemain matin d'écouter la suite dans sa voiture, etc. Voilà. Bon, ma question c'est, voilà, est-ce que, voilà, en complément de ce que vous faites, par exemple chez Stetune, qui m'intéresse beaucoup, et moi en tant qu'éditeur, j'aimerais beaucoup être aussi votre partenaire, mais voilà, cet petit outil de diffusion, il est en test aujourd'hui, hein, mais voilà, je le mets en débat, parce que évidemment, il n'est pas tout à fait finalisé, donc il me demande qu'à être amélioré et à voir voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça. Ben, je pense que c'est une des solutions possibles, en effet, qui la difficulté, évidemment, ça va être de la généraliser, de sortir du cadre de l'autre librairie, parce que c'est un catalogue, est-ce que les autres suivront? L'avantage d'une plateforme plus générale, c'est d'avoir accès à tous les catalogues, évidemment. Donc là, évidemment, on peut acheter un livre, ça marcherait probablement assez bien en librairie. C'est une expérience peut-être à tenter. Hein. Je pense que d'autres l'ont déjà fait, vous savez. Moi, j'ai vu ça quand je n'ai plus ma librairie maintenant, j'ai décédé il y a quelques années, mais le livre audio commençait à se développer. On avait déjà des offres comme ça très marginales avec des QR codes. Ça fonctionne de manière assez marginale, mais peut-être aussi c'est une question d'attitude de la part du lecteur. Hein, c'est tout. Voilà, je passe au temps. Moi, je voulais juste rebondir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Je ne pense pas que ce soit une question de taille de librairie. Je crois que c'est plus une question de l'état d'esprit du libraire lui-même. Nous autres, par exemple, à Madagascar, ok, on est à 11 heures de vol de Paris, mais souvent, on ne pense pas à venir faire des offres si loin. Et on pense plus à développer dans les pays du Nord, ce que je comprends par rapport au nombre d'acheteurs. Mais lorsque ceux qui veulent vraiment acheter, ils voient ça de Madagascar, eh bien, ils peuvent se débrouiller, ils vont à La Réunion, ils vont à Maurice, et du coup, ils achètent ailleurs que chez nous, mais ils ont. Et parce qu'on oublie, on ne vient pas nous faire des offres dans nos pays. C'était le cas au niveau du livre papier déjà il y a des dizaines d'années, mais on ne pense jamais à des pays comme ça, et du coup, on se retrouve dépassé, non pas parce qu'on n'a pas envie d'acheter, mais parce qu'on ne vient pas nous les proposer. Et après, on découvre que les particuliers en ont, ils se sont débrouillés, qu'avec Internet, on trouve aussi les moyens la communication va très vite, donc ils trouvent d'autres moyens, ils vont dans les îles voisines. Et puis après, voilà, techniquement, face aux plateformes, on fait comment? Moi, je prends toute solution que vous me donnez, alors je prends. Il me reste une dernière session de speed meeting. Ça chauffe à droite. Madagascar attaque la France.
Juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, on ne vient pas nous voir peut-être parce que c'est des très petits marchés finalement, et on parle bien de commercialisation. Et on va le voir lors d'autres tables rondes, l'importance des alliances françaises, des instituts français, etc., pour le livre francophone qui donne accès justement à beaucoup de choses. On continue avec les questions ? Oui, bonjour. Jean-Jacques Inès, Studio 5 sur 5 à Bruxelles. Je voulais rebondir sur ce que disait Laure Saget. En fait, j'ai été impliqué il y a quelques années, justement par rapport aux libraires, à des rencontres libraires, studios, comédiens, comédiennes, pour justement faire connaître le livre audio auprès des libraires. Et c'était assez étonnant parce qu'à cette époque-là, bon, la grande diffusion était encore sur le CD, mais la première réaction des libraires, qui étaient invités par grosse maison d'édition, c'était plutôt de considérer le livre audio comme une espèce de sous-produit, un gadget quelque part. D'ailleurs, dans les librairies, souvent le livre audio était relégué au fond du magasin derrière une vitrine fermée à clé. Et les clients devaient vraiment demander est-ce que je pourrais avoir ce livre audio-là, s'il vous plaît. Et puis en fait, au fur et à mesure de la soirée, en fait, ces libraires, qui sont des gens passionnés, que j'apprécie vraiment beaucoup, se rendaient compte qu'ils avaient affaire aussi à des gens passionnés, qui sont les comédiens et comédiennes, les directeurs et directrices artistiques. Et en fait, c'était vraiment des rencontres très très agréables. Parce que dès les jours qui suivaient, le livre audio sortait des vitrines fermées à clé, était mis en avant. Les libraires pouvaient parler du livre audio en connaissance de cause, en disant oui, j'ai d'ailleurs vu une session d'enregistrement, c'était incroyable, etc. Et donc, on peut parler avec enthousiasme de ce qu'on connaît. Et je dirais que ce genre de rencontre, alors c'est difficile à organiser, on ne peut pas inviter toutes les librairies de francophonie dans les studios, c'est pas possible. Mais en tout cas, c'était toutes des petites graines plantées qui ont vraiment eu des conséquences directes très positives et des idées aussi. Par exemple, moi j'avais constaté que dans beaucoup de librairies, le département livre audio est un département bien à part, marqué livre audio, etc., qui suppose un prérequis de l'acheteur potentiel en disant je vais aller acheter un livre audio. Et donc il va à la section livre audio. Alors qu'en fait, il faut donner l'idée que le livre audio existe aussi. Et donc, associer le livre audio au livre papier dans les rayonnages est quelque chose de beaucoup plus payant que de se dire que le livre audio se trouve à part et le livre papier se trouve de l'autre côté. Et on pourrait imaginer la même chose pour l'édition audio numérique, en se disant, voilà, on a dans les rayonnages des livres papier, mais pourquoi pas parler dans ces rayonnages, ce livre papier existe aussi en livre audio, parlez-en à nos conseillers, etc., pour donner l'idée. Parce que le client potentiel n'a pas forcément l'idée que ce livre existe aussi en livre 2. Voilà, c'est des pistes de réflexion, mais en tout cas, moi c'était une période que j'ai beaucoup appréciée parce que cette rencontre avec les libraires était très pertinente et très enthousiasmante pour nous aussi. Voilà. Merci. Il n'y a pas vraiment de questions en fait. Voilà. Là, chez moi, ils sont côte à côte. Chez moi, ils sont côte à côte, le livre papier et le livre audio. Mais tout à fait, notre souci, c'est la connaissance technique. En fait. Je vais juste rebondir rapidement. Je suis totalement d'accord avec le sujet de la visibilité en magasin, mais ça n'empêche qu'on se retrouve toujours avec la problématique de l'usage, dans la mesure où, comme Madame Saget l'a très justement évoqué, les lecteurs CD sont en train de disparaître, que ce soit dans les voitures, dans les ordinateurs. Voilà, on n'a plus de lecteur CD, donc le focus est plutôt à mettre, je pense, sur le sujet de l'audio numérique. Et nous, dans le discours qu'on a aussi auprès des librairies, il y a aussi le sujet du business, à savoir, aujourd'hui, nous, ce qu'on met en avant comme modèle économique, c'est un modèle qui va être basé sur de l'abonnement. Qui dit abonnement, dit également revenu récurrent pour les librairies. Et ça, c'est quelque chose qui sont de plus en plus en train dont ils prennent de plus en plus conscience. Bonjour à toutes et à tous, Yassine Amouni, directeur de l'Alliance française de Java. Vous écoutant parler, moi je viens d'avoir quelque chose qui m'a un peu aussi alerté par rapport à la disponibilité du livre audio et où là le livre audio pour la plupart il est vendu en librairie, alors que l'usage en fait, l'usage du livre audio
c'est, comme l'a dit notre ami de Madagascar, c'est les longues routes, c'est les longues distances, etc. Et je me suis interrogé aussi sur la disponibilité, la présence du livre audio sur les aires d'autoroute, par exemple. Moi, je fais régulièrement Tunis, Djerba, qui fait à peu près 9 heures de route. Enfin, je m'arrête en général pour manger un truc, pour m'acheter un café, mais pas pour, par exemple, pas pour m'acheter un livre audio, parce que je n'ai pas eu, en tout cas, l'idée, en tout cas, d'avoir ce genre de consommation. C'est vrai que, en général, je vérifie toujours ma playlist avant de sortir. En général, ce sont des playlists d'1 heure que j'ai répète au moins 5-6 fois pour faire la route. Et il se trouve qu'en fait, je pense que ce serait peut-être mieux que les libraires se rapprochent de ces lieux qui sont potentiellement, on peut consommer potentiellement le livre audio. Après, il n'y a pas que les aires d'autoroute, il y a aussi les aéroports, peut-être je ne sais pas, les agences de location de voitures, en tout cas pour ceux qui ont tendance à bouger beaucoup. Enfin voilà. Donc je pense que ce serait bien aussi de se rapprocher de ces lieux-là. À titre d'exemple, là, on prend l'avion pour 2 heures de temps, on oublie de se faire sa playlist de musique ou autre chose. Et ben, je pense que ce serait bien, sous la forme par exemple d'un QR code ou d'un lien, plus un QR code en tout cas qu'autre chose, d'avoir cette possibilité-là dans les aéroports carrément, ou sur les aires d'autoroute. Je ne sais pas si l'idée est parvenue dans son ensemble, mais voilà, je pense que ce serait bien aussi que les libraires aillent exploiter ces espaces-là. Voilà. Vous voulez réagir peut-être? Oui. Oui, moi je voudrais réagir parce qu'évidemment l'idée est très belle. Encore faut-il pouvoir la réaliser. Je crois que dans les pays du Sud notamment, beaucoup de libraires ont ouvert ce qu'on peut appeler des corners, un terme anglais, à l'aéroport, par exemple, je pense que j'avais essayé de le faire à Tana. Donc pour le livre papier, ça fonctionne. Pour le livre numérique, pour le livre audio, à part le livre le CD, mais qui a tendance à disparaître, quand on fait une formation, j'ai fait une formation pour les libraires des pays du Sud, notamment en Amérique latine, les gens disent que l'audio, le CD, ça n'existe plus. Donc, évidemment, comme vous le disiez très bien, il faut trouver le moyen technique pour les libraires de mettre à disposition donc, des livres numériques. Or, des bornes de téléchargement, tout ça est très, très coûteux. Il faut une technologie derrière que le libraire n'est pas capable d'assurer. Ça, je suis tout à fait affirmatif là-dessus. Il y a une technologie, donc il faut nécessairement faire appel à un intervenant extérieur. Par exemple, un agrégateur pour le livre numérique. Moi, je travaille avec Ipagine en France, qui est donc un département de la société Titli, et ça fonctionne très bien avec tous les obstacles que j'ai dit. Mais Ipagine a essayé de s'implanter dans certains pays du Sud, notamment chez toi, Selma à Tunis, et tu as rencontré toutes les difficultés que tu as citées, en plus des difficultés technologiques. Donc il faut nécessairement, par exemple, pour aller dans les stations d'autoroute installer une borne, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous appuie, qui vous permette de le faire. Et je pense que si les très grosses librairies peuvent arriver un jour à développer ça, des librairies de taille moyenne petite, comme la plupart des librairies que nous représentons, et c'est la même chose pour les librairies en Belgique, à part que très très grosses librairies, la plupart des librairies sont des librairies moyennes ou petites, et celles que je regroupe, notamment ma plateforme belge, je regroupe comme 64 librairies belges, parce qu'au niveau de la Belgique francophone, c'est très important, mais non, aucune d'entre elles n'a les moyens de développer ça, donc il faut nécessairement avoir quelqu'un d'extérieur. C'est pour ça qu'on a déjà eu des contacts, enfin j'ai eu des contacts avec Charles-André pour cette lutte, en voyant comment ça pourrait se développer, mais je pense que c'est vraiment le seul moyen de contourner tous les obstacles que j'ai cités, tout en offrant une solution technologique acceptable et pas trop coûteuse non plus pour les libraires, qui sont de bonne volonté. Les libraires ne demandent pas eux que de vendre, c'est des commerçants. Je me permets juste de rebondir rapidement. Après, ça peut être, comment dire, des extraits gratuits, en tout cas qui pourraient mettre l'eau à la bouche. Oui. Voilà. Ça pourrait être bien parce que voilà, si vous êtes sur une aire d'autoroute, vous n'avez pas en général le temps pour trier, voir un peu ce que vous avez réellement envie d'acheter. Ça pourrait, je veux dire, le fait d'avoir des QR codes, par exemple, accessibles très rapidement, aujourd'hui tout le monde a quasiment des smartphones avec du Bluetooth dans les voitures. Donc je pense que c'est plus sous cette forme. Non, tu as raison, mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les nouveaux usages de la lecture par le CD et le podcast, c'est aussi une forme de lecture, si je peux dire. Et il y a un changement là, qui est très important qu'il faut comprendre. Peut-être que les libraires aussi ont
ont parfois des difficultés à rentrer dans ce monde-là, et c'est bien normal, parce qu'on est attaché au livre papier. Mais écoutez, il y a des projets qui vont développer, y compris en Belgique, qui vont organiser quelque chose sur le livre audio prochainement, dans le cadre du Vilaine. Ce sera à l'automne, bien entendu, on y reviendra. On avait une piste intéressante. Et Isabelle Contréal, journaliste à Livre Hebdo. Et qu'en est-il justement vous pensez, des initiatives des éditeurs? Parce qu'on se souvient par exemple des ARM qui avaient développé il y a quelques années un partenariat avec Air France pour pouvoir diffuser des livres audio, notamment de Christophe André, de méditation pour qu'on puisse faire un voyage serein pendant 11 heures. Est-ce que ce genre d'initiative, vous pensez, c'est peut-être chacun de son côté, donc c'est moins tout le monde en même temps, mais elles seraient des pistes à envisager? Écoutez, moi, je pense oui, mais je pense que ce sont des pistes qui vont échapper aux libraires. Je vois très bien le rôle que le libraire pour vivre là-dedans, ce n'est pas la librairie de Selma ou la mienne ou pas qui va prendre contact avec Air France pour développer ça. Et donc, c'est à partir du moment où, où la communication se fait en ligne, donc on n'a plus besoin d'aller dans le lieu physique de la librairie pour acheter un produit. Quelle est l'utilité d'aller sur le site du libraire pour acheter un quart d'heure ou un vol de France en écoutant Christophe André voilà. Je pense que c'est un autre risque qu'on fait, un autre obstacle, danger, en tout cas, auquel on est confronté en tant que libraire, c'est d'être face à un monde qui nous échappe grandement au niveau de la diffusion. Oui, c'est pas vraiment une question, je me permets juste d'apporter un avis en plus. Moi je suis le chargé d'Ibagine dont vous avez parlé, merci. On travaille depuis 20 ans avec les librairies, à savoir qu'on les équipe avec des logiciels de gestion, des bases de données, mais aussi des outils pour proposer un catalogue numérique, donc en tant qu'agrégateur, mais aussi distributeur. On équipe aujourd'hui près de 1100 librairies sur le parc français, 400 sur les e-books et l'audio numérique. J'ai entendu vos déclarations qui sont vraiment intéressantes et qui permettent de prendre un peu le pouls des différents pays et des usages sur le livre audio. Je me permets juste de dire que c'est un constat que je partage peut-être pas forcément. Je travaille au quotidien avec les libraires, que ce soit des libraires comme Mola, Le Divan, Ombre Blanche, donc des grandes librairies, mais aussi des librairies plus modestes. Et il y a un réel intérêt pour le livre audio depuis maintenant 4-5 ans. Les libraires n'ont pas attendu les conclusions du baromètre de la SOFIA sur justement la croissance de ce secteur-là qui n'arrête pas de monter. On est à 8% de croissance encore cette année sur le livre audio numérique en tout cas. Mais il y a un vrai intérêt de la part des libraires, il y a une vraie demande, ils vont au contact du public, ils vont aussi au contact des acteurs pour trouver des moyens de promouvoir le livre audio. Et voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que le mouvement, à mon avis, il est peut-être un peu souterrain, on a du mal pour l'instant à le percevoir, mais il a été amorcé. Les libraires se positionnent sur ce segment, et je pense que dans les prochaines années, il y aura vraiment une recrudescence et un triomphe du livre audio numérique parce que les libraires ont bien senti qu'il y avait une demande, peut-être aussi un engagement très politique de se positionner face à certains majors et des plateformes qui aujourd'hui phagocytent beaucoup l'offre et qui peuvent représenter un danger. Mais en tout cas, je pense que la librairie indépendante ou même les grands groupes vont répondre présents et seront là. Comment ? Tu veux prendre une dernière question ? Oui, une dernière question. S'il y a une dernière question, c'est maintenant, je l'ai. Non ? Bon, ben, je vais te rendre le micro, Amel. Merci vraiment à mes invités. Je voudrais qu'on applaudisse à nouveau Charles-André Touré, Olivana Romanon-Jaola, Philippe Goff et Selma Kabadou-Jabès. Je rappelle qu'ils sont là. On va pouvoir partager du temps. Merci pour votre générosité, pour vos expériences. Et restez là, la deuxième table ronde est tout aussi passionnante. Je vous remercie 1000 fois.